Je vais vous demander d'accueillir les 3 intervenants de cette masterclass. Ils vont venir tout de suite me rejoindre s'ils m'entendent. Vous m'entendez tous bien? Ok, très bien, le test est bon. Donc nous accueillons pour parler de formation, et oui, c'est un sujet au sein de la BDT, on va comprendre pourquoi, Nada Villermin-Lécollier, qui est donc directrice adjointe mission mandat et investissement d'avenir. Nous accueillons aussi, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Rachid El Gerjouma, président de l'Université du Mans et fondateur de l'ECND Academy. Ça veut dire évaluation et contrôle non destructif. Je vous en prie, installez-vous. Monsieur Simon Richir, qui est juste là, directeur scientifique et cofondateur de Laval Virtual et professeur aux arts et métiers. C'est ça? Et voilà, et normalement, si vous appuyez encore un coup, il y a vos titres. Nous aurons aussi, non pas en guest star parce qu'il n'a pas pu se déplacer, mais Nada est allé le rencontrer hier ou avant-hier, le vice-président de la région, c'est Pays de Loire, hein, Pays de Loire, Paul Jeannetot, qui a accepté de répondre aux questions de Nada Villermin, l'écolier, avant-hier. Donc une vidéo toute fraîchement montée, tournée montée. Et il nous dira en effet ce qu'il perçoit des bénéfices qu'apporte la Banque des Territoires pour le dynamisme de sa région, ainsi qu'il nous fera un espèce de panorama de tout ce qu'il peut entreprendre dans sa région. Voilà, je le disais à l'instant, Nada, la formation, ce n'est pas un sujet qu'on s'attend à trouver au sein de la Banque des Territoires. Peut-on trouver des moyens d'encourager la formation finalement à la Banque des Territoires? Ce matin, on a parlé d'habitat, beaucoup, on a parlé biodiversité, formation. Pourquoi c'est un sujet? Pourquoi donc? Bonjour à tous. D'abord, Corinne, merci de votre introduction. Alors aujourd'hui, avant de vous répondre, pour vous dire que je ne suis pas seule de la BDT. Il y a parmi nous donc les représentants de la direction régionale en Pays de la Loire. Bienvenue. Il y Au a deuxième rang. Au deuxième rang, vous pouvez, vous pouvez en effet lever la main. J'ai également le grand plaisir d'être avec Benoît Sénéchal, qui est au sein de la Banque des Territoires, le responsable du pôle formation. À côté de lui, Madame Carré, qui est également responsable de tout ce qui est chiffres reporting, donc les chiffres n'ont aucun secret pour elle. Et enfin, mon responsable, Nicolas Chang, donc, qui est le responsable de la mission mandat et investissement d'avenir. Également, il y a un invité surprise là-bas dans le coin qui est Monsieur Renard de la DGE. Et sachez que Monsieur Renard faisait partie également des comités de sélection des projets formation dont on va parler, de plusieurs actions formation. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence, ainsi que nos deux invités, Corinne et moi, aujourd'hui. Merci de votre présence. Alors votre question, la formation, surprenant. C'est surprenant, oui, mais ça fait sens. Ça fait sens. Et il y a 10 ans, quand on a commencé à réfléchir sur est-ce que la Caisse des dépôts, après la Banque des Territoires, va dans ce domaine-là, il était évident qu'on ne pouvait pas rester à côté du sujet de l'information. Et si aujourd'hui, la Banque des Territoires entend être la banque de l'intérêt général, l'investissement dans ce qu'on appelle le capital humain est vraiment fondamental et il est incontournable. Donc, en fait, notre objectif est simple. Voilà, l'objectif de la Banque des Territoires est très simple aujourd'hui, c'est qu'on souhaite, très modestement, permettre à chaque personne sur le territoire d'apprendre dans les meilleures conditions et tout au long de la vie. C'est vraiment l'objectif qu'on se fixe les prochaines années. Donc c'est un objectif de moyen terme, puisque à partir de cet objectif-là, qu'est-ce qu'on vise au fond? Qu'est-ce qu'on vise au fond? On vise l'emploi, on vise l'inclusion, et au fond, c'est vraiment l'attractivité des territoires qui est derrière ça. Absolument. Voilà.
Alors, quelle est justement votre approche en matière de formation, les types de financement que vous proposez à la BDT? Donc, d'abord deux chiffres vraiment pour donner le cadre. Nous avons une enveloppe dédiée aux investissements en matière de formation d'1,5 milliard d'euros. C'est une enveloppe donc qui s'est construite au fil de temps depuis 2010. Et cette enveloppe, elle est répartie sur une dizaine d'actions, une dizaine de programmes. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Essentiellement, ce sont les mandats du programme d'investissement d'avenir que l'État nous a confiés, mais pas seulement. Récemment, le ministère du Travail nous a également confié les mandats et les fonds expérimentaux du plan d'investissement dans les compétences. Et je crois que vous avez des exemples de tous les types d'appui qu'on peut trouver dans Exactement, exactement. Donc, en fait, on a parlé chiffres, on a parlé mode opératoire, et en effet, alors, comment on intervient? L'instrument financier. Je sais que ça intéresse plusieurs d'entre vous aujourd'hui. L'instrument financier, ce sont majoritairement de la subvention. On subventionne les porteurs de projets pour qu'ils mettent en place leurs projets. Donc, majoritairement de la subvention, mais aujourd'hui, en matière de formation, on se dirige petit à petit vers des avances remboursables en cas de succès du projet. Et si le projet, justement, devient autofinancé et qu'il dégage une petite marge, et ben on demande aux porteurs de projet tout simplement de nous rembourser une partie de ce qu'on lui a octroyé. Donc, avance remboursable en cas de succès. Et on commence également à réfléchir à investir en capital également. En capital, c'est très rare en matière de formation, mais on veut pousser les porteurs de projets et avoir des projets avec un modèle économique donc, qui dégage de la rentabilité. Donc pas seulement qui soit autofinancé, mais également qui dégage de la rentabilité. Et c'est pour ça que ça fait sens qu'on investit en capital. Donc, quel type d'action vous menez? Quel type d'action? Alors voilà, justement, on a parlé d'une dizaine d'actions tout à l'heure. Je ne vais pas tous les lister, même si la plupart... On les voit, oui. Ils sont tous là. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Alors, vous avez peut-être des coups de cœur. On a toujours dans un portefeuille, il y a toujours des actions qu'on aime plus que d'autres, si je peux m'exprimer ainsi. Mais juste pour vous dire qu'en 2010, on a commencé par la formation par alternance. Dès cette année, en fait, on voulait vraiment changer la vue que les jeunes et que leurs parents ont de l'apprentissage et de la formation par alternance qui devient une voie d'excellence. Et on fait tout pour qu'elle le devienne. Ensuite, il y a les deux autres actions, partenariat pour la formation professionnelle et l'emploi et l'ingénierie de formation, qui est la suite donc de la deuxième. Là, on est vraiment dans le domaine de la formation professionnelle. Nos deux projets lauréats, les vôtres, M. Guerjouma, et le vôtre, M. Richir, sont issus donc, du partenariat pour la formation. Qui sert à quoi en fait? Qui sert à répondre aux besoins des entreprises qui aujourd'hui sont dans des transitions, que ce soit la transition écologique ou la transition numérique, qui est très importante au sein des entreprises. Donc, elle sert à répondre à ces besoins, à ce besoin de main-d'œuvre, d'excellence, main-d'œuvre très qualifiée. Et ce qui est très important dans ces actions-là, c'est le partenariat que chaque porteur de projet, et on va le voir en particulier à l'ECND Academy, c'est les partenariats extrêmement riches qu'un porteur de projet comme par exemple l'Université du Mans a pu construire autour de lui, a pu susciter l'adhésion de dizaines et de dizaines d'industriels pour faire naître ce projet. Donc il y a des efforts et un travail énorme derrière chaque fois
pour pouvoir voir émerger les projets. Ensuite, il y a des actions nouvelles. Je ne vais peut-être pas m'attarder, mais on est là pour vous, pour répondre. Et on aura les questions de toute On façon aura les juste questions. après. Exactement. Et peut-être pas le coup de cœur. Le coup de cœur. Les coups de cœur, ils sont là, non? Ils sont là, mais il y a quelque chose qui s'appelle plan d'investissement dans les compétences, donc qui est issu de la loi Avenir, liberté de choisir son avenir professionnel. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, en fait, naturellement, dont la ministre parle au quotidien. Les plans d'investissement en compétences, le but, c'est vraiment d'insérer les jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, Ceux qui ont peu de bagages. Peu de bagages, exactement. Sachez qu'aujourd'hui, plus de 17% des jeunes sont ni en emploi, ni en formation. Et donc, si on ne s'en occupe pas, ils ont peu d'avenir. Donc, cette action-là sert à les aider, à leur donner un petit coup de pouce. Les réfugiés aussi. Exactement. En fait, toute la population qui a du mal à intégrer le marché du travail, les réfugiés et également les chômeurs de longue durée. Et alors, vous avez des lauréats, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui vous sont soumis et puis vous avez des lauréats tous les ans, c'est ça? Exactement. Donc, les lauréats, oui, je ne les ai pas comptés en fait avant de venir. En matière de formation, on a, si j'additionne toutes les 10 actions, Benoît, c'est par centaines de lauréats. Mais si je me concentre sur le partenariat pour la formation professionnelle et l'emploi, moi j'aime beaucoup cette carte parce que cette action qui a eu beaucoup de succès a été ouverte. Théoriquement, on ouvre nos actions pendant 4 ans. Celle-là, on l'a ouverte pendant 2 ans. C'est l'appel à projet, il a duré que 2 ans parce qu'il a eu un succès fou. On a eu une centaine de projets déposés. On en a choisi 33 qui ont donc un financement global de 300 millions d'euros et le programme d'investissement d'avenir en a financé donc un tiers. Donc c'est ça aussi ce qu'il faut retenir du programme d'investissement d'avenir, c'est qu'on joue sur un effet de levier. Théoriquement, il est de moitié, c'est-à-dire pour 1 euro investi par le PIA, on s'attend à 1 euro privé, mais en réalité, il est beaucoup plus que 1 pour 1. Et donc là, vous voyez, le rapport, il est de 1 à 3. Alors, Nana, je me permets de vous interrompre. Le mode opératoire de la sélection de tous ces projets qui vous sont soumis, ça se passe comment? Alors, merci. Excellente question, Corinne. En effet, le mode opératoire, ce sont les appels à projets. Donc, la Banque des territoires, on lance un appel de projet, on spécifie la durée, la date du début, la date du fin de l'appel à projet. Et donc, nos porteurs de projets nous connaissent comme ça. En fait, ils soumettent leurs projets, on les sélectionne et la comitologie donc décide des meilleurs dossiers. Des meilleurs dossiers. Enfin, éligibles. Éligibles. Voilà, et donc les porteurs de projets nous connaissent également grâce à l'accompagnement qu'on fait auprès d'eux. L'accompagnement en amont de l'appel à projet. Ils ont des questions, ils ont des doutes sur l'objectif de l'action, etc. Ils prennent contact avec nous. L'accompagnement en amont, mais aussi en aval, parce que tous ces projets-là, il faut les suivre. Et là, je rends hommage aux directions régionales, donc, que ce soit Pays de la Loire ou autre, donc au travail extraordinaire que font les directions régionales, puisque sur le terrain, c'est elles qui suivent les projets et souvent sont dans leur comité. Oui, alors on va en fait... Je vais juste montrer un dernier slide si vous voulez bien. Oui, allons-y. Je ne sais pas s'il est clair. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Alors, en tout cas, on peut l'expliquer vite fait. Très vite fait. J'ai reçu le message. En fait, ça ne se voit pas, mais c'est la même carte que tout à l'heure, que celle-ci.
Mais là, j'ai choisi de mettre le nom de projet et les domaines dans lesquels nous avons investi au profit de l'industrie. Vous voyez ou... Très Alors, bien. en fait, ce qu'on voit, voilà, donc on a nos deux projets ECND et Laval en haut, là, en Pays de la Loire, mais vous allez constater que tous les domaines de l'industrie sont couverts. Et on a aussi bien l'aéronautique, l'industrie du futur, la transition numérique. la plasturgie, exactement. la maroquinerie, la sellerie. Tout à fait. Tout à fait. Et puis donc également le ferroviaire en Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà en fait ce que ça donne quand on vraiment descend un tout petit peu dans les détails des métiers. Et donc, cette action, encore une fois, elle va avoir une suite. On est en train de préparer l'appel à projet donc, qui donc prendra le relais. Comme elle a eu beaucoup de succès, on veut que ce succès continue et il y aura une suite. Et donc, ce n'est pas la fin. C'est pas la fin de la sélection des projets. Alors, on a un zoom aujourd'hui, c'est le zoom sur la région Pays de Loire, on l'a dit tout à l'heure, avec ces messieurs et puis le vice-président de la région que nous aurons tout à l'heure en vidéo. On va regarder maintenant les deux projets, je m'adresse à vous, messieurs, les deux projets qui ont été encouragés, soutenus par la Banque des Territoires et qui se passent en Pays de Loire. Je commence avec vous, monsieur le président El Gajouma, pardon si j'accroche votre mot, ça va venir, si je peux vous appeler Rachid. Oui, ça me va très bien. Vous êtes le président de Le Mans Université et d'une académie, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle ECND Academy. Évaluation et contrôle non destructif en Pays de Loire. Comment est né ce projet et en quoi est-ce qu'il consiste? Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Vraiment, merci Nada. Merci Nada, vraiment qui nous a invités à venir parler un peu de cette belle expérience liée à ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Déjà pour un petit peu démystifier l'appellation, parce qu'évaluation et contrôle non destructif, c'est sûr que c'est pas très parlant pour le grand public. En fait, pour résumer très simplement, vous connaissez tous l'échographie médicale. Avec des ondes ultrasonores, on arrive à identifier, j'allais dire, des situations et puis à diagnostiquer un certain nombre de choses, à voir à l'intérieur du corps humain sans avoir à ouvrir, par exemple. Et bien, c'est la même chose pour les matériaux. C'est-à-dire que quand vous prenez un avion, par exemple, cet avion a été contrôlé par des moyens non destructifs pour justement détecter d'éventuelles fissures qui pourraient altérer donc, la structure en question. Et donc, c'est ce qui est appliqué dans toutes les structures qui sont soumises à des fortes contraintes et où l'impératif de sécurité est très élevé, notamment dans les transports, notamment aériens, ou dans les centrales nucléaires, etc. Donc, beaucoup de technicité et une formation qui doit être de très haut niveau, eu égard aux conséquences qui pourraient avoir lieu si jamais le contrôle n'est pas bien fait. Alors, on utilise des ondes ultrasonores. Moi, je suis acousticien, je suis professeur d'acoustique donc à l'Université du Mans, donc l'acoustique sert dans ces aspects-là, mais il y a des rayons X, il y a des courants de Foucault, on fait tout un tas de techniques, et souvent on les associe les unes les autres pour avoir un contrôle optimal. Alors, en quoi consiste le projet? Alors, comment est né ce projet? Alors, en fait, c'est assez original comme genèse, puisque nous avons une entreprise dans la Sarthe qui s'appelle Mecachrome, mais qui est également présente à Angers et qui est aussi présente, je pense, au Canada, mais elle a une forte présence en Sarthe, et qui faisait de la mécanique de précision pour l'automobile. Donc, il faisait tout un tas de choses pour l'automobile. Il y a quelques années, il y avait effectivement une crise quand même un peu du secteur automobile, et des commandes qui étaient prévues n'ont pas pu être réalisées, donc l'entreprise se retrouve en difficulté. La chance pour l'entreprise, c'est qu'elle a une commande très importante du secteur aéronautique pour contrôler justement, pour réaliser des jobs de réacteurs d'avions. Sauf que... pas de personnel. Pas de personnel, parce que là, il faut vraiment les contrôler. Il faut une certification, etc. Donc, il faut des contrôleurs de manière non destructive pour les contrôler. Et donc, nous avons, par chance, au Mans, une licence professionnelle justement dédiée au contrôle non destructif. Et donc, on a pu, puisqu'on connaît cette entreprise, on a des contrats de recherche avec elle, on a pu répondre assez vite
à une demande de formation. En quelques mois, on a formé une quinzaine de contrôleurs, ce qui a permis à l'entreprise en question d'honorer le contrat avec Safran. Après, Safran va nous rejoindre aussi dans l'aventure. Et donc, cette expérience a été médiatisée localement et on a même eu la visite du président de la République de l'époque, François Hollande, qui est venu dire tout le bien qu'il pensait de cette expérience. Et suite à cette expérience, nous, on était contents d'avoir organisé cette formation diplômante donc pour cette entreprise. La préfète de la Sarthe, qui est partie maintenant, nous a contactés pour nous dire justement, il y a un appel à projet, PIA, Partenariat pour l'emploi et la formation, et votre projet pourrait être éligible. Et moi, je n'étais même pas au courant, parce que les PIA, pour moi, c'est surtout les IDEX, les LABEX, enfin tout ce qui concerne la recherche, et je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose lié à la formation professionnelle. Donc nous avons effectivement réuni les collègues de l'université compétente domaine, Mecachrome, l'entreprise de départ. Nous l'avons élargi à d'autres entreprises, et nous avons déposé le dossier, donc fort de ce partenariat, et qui a été donc accepté. Et sur cette base-là, nous avons enrichi l'offre de formation, nous l'avons adaptée à toutes ces entreprises, et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Ça nous pousse même à innover d'un point de vue pédagogique, parce que c'est des publics que nous n'avons pas l'habitude d'avoir, des gens qui sont en retour à l'emploi. C'est ça. Alors, c'est ce que c'était ma question. Qui avez-vous intégré dans ce processus de formation pour qu'il soit opérationnel rapidement, si j'entends votre préoccupation de l'entreprise? Tout à fait. Donc, des publics d'abord de l'entreprise elle-même, qui avaient les bagages, j'allais dire, suffisants pour opérer cette conversion. Donc ça, c'est un premier public. Et puis des publics qui étaient inscrits à Pôle emploi, et qui avaient un niveau suffisant, parce qu'il faut effectivement un niveau scientifique suffisant, et qui eux-mêmes ont été approchés par le groupe et Pôle emploi, et qui sont venus aussi se former. Et donc ces deux publics bénéficient directement de la formation, avec un diplôme en plus de l'université qui valorise la formation. Et il y a aussi des étudiants venant d'autres parcours, notamment d'autres licences professionnelles ou de DUT, qui ont poursuivi aussi, qui ont suivi cette formation, qui leur donne un atout supplémentaire pour effectivement s'insérer dans le monde de l'entreprise. Et depuis cette première expérience, on peut dire un peu tremplin pour accéder à des soutiens et donc aux appels à projets de la Banque des Territoires, ça a fait un peu boule de neige. Vous travaillez avec d'autres industriels sur d'autres problématiques dans la région? Je prends l'exemple de Safran, qui est une entreprise nationale qui était client de Mecachrome. Donc évidemment, fort de cette expérience, Safran nous a approchés. Donc ils ont intégré le consortium, parce qu'on est assez rigoureux dans notre approche. On a un consortium avec bien évidemment des conventions chaque fois qu'un partenaire rejoint le consortium. Donc Safran est venu nous rejoindre. Et là, nous travaillons avec Safran sur la validation des acquis de l'expérience. Alors, dans le domaine du contrôle non destructif, il n'y a pas de diplôme d'ingénieur, par exemple, qui sanctionne des études dédiées à cette discipline, puisque ça relève un peu de la mécanique, ça relève de la physique, de l'électronique, enfin, c'est assez pluridisciplinaire. Et donc, beaucoup de cadres de Safran et d'autres entreprises ont beaucoup d'expérience dans ce domaine et avaient du mal à le faire valoriser par un diplôme universitaire. Et donc, nous avons déjà proposé à ces cadres-là de valider leur expérience au niveau de la licence professionnelle pour ceux qui avaient des niveaux de techniciens supérieurs. Et au Mans, il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École nationale d'ingénieurs du Mans, l'ENSIM, qui elle-même dispose d'un parcours dédié au contrôle non destructif. Et nous proposons là des validations de l'acquis d'expérience avec l'obtention des diplômes d'ingénieurs en acoustique pour ceux qui maîtrisent plutôt les techniques acoustiques ou physiques pour les autres sur le contrôle non destructif. Ça, c'est un exemple. On a eu une autre société qui nous a rejoint, qui s'occupe de l'éclairage public et qui avait besoin de contrôler tous ces pylônes, des dizaines et des dizaines de pylônes. Et donc, on travaille avec eux. Là, ça a donné lieu à une ouverture sur la recherche appliquée, mais aussi sur de la formation d'un certain nombre de cadres, où on travaille à l'instrumentalisation de ces pylônes en y insérant des capteurs qui communiquent de manière, j'allais dire, autonome l'état de santé du matériau. Et on a formé des gens pour justement savoir interpréter les signaux, etc., etc. Donc voilà deux exemples, j'en ai quelques autres, mais deux exemples on pourra les développer. Voilà. Alors, des partenariats avec des industriels, mais aussi des partenariats avec le public. Tout à fait. L'originalité aussi du projet, c'est qu'on a un lycée
qui est dans la boucle, un lycée au Mans qui est le plus gros lycée d'ailleurs de la ville, puisque c'est une fusion d'un lycée technique et d'un lycée général, avec des filières techniques, notamment un bac pro sur la mécanique, et qui a pu permettre à des étudiants de ce bac pro d'avoir une ouverture sur le contrôle non destructif. On a formé des enseignants de ce lycée. Il y a aussi une formation, un aspect formation de formateurs. Donc on les a formés pour qu'eux-mêmes puissent former ces étudiants de bac pro, ce qui a permis à ces étudiants-là, ces lycéens, d'avoir une corde supplémentaire à leur arc. Et donc ça, c'est le partenariat, j'allais dire, pour vis-à-vis du secondaire. Moi, avant de venir au Mans, j'étais à Lyon, j'étais à l'INSA de Lyon comme enseignant-chercheur. Et dans cette école, il y a aussi des collègues qui travaillent en formation continue sur ce sujet. Et avec eux, on travaille à une proposition justement de formation sur les techniques très avancées pour les ingénieurs dans des secteurs recherche et développement. EDF, par exemple, est très intéressé. Aussi le secteur de l'aéronautique. EDF avec les éoliennes, parce que Oui, quand il s'agit d'aller scanner... Déjà les centrales nucléaires, parce que là, centrales nucléaires, oui, ça crée problème de sécurité, en tout cas de garantie de sécurité. Et nous, comme on essaie aussi d'être éco-friendly, on leur a dit que ça serait bien qu'on mette un peu d'éolien dans le projet. Et donc, on y travaille. Et puis, comme partenaire aussi, je disais, l'INSA de Lyon, on travaille sur ce projet ensemble, parce que le secteur est tellement vaste et il y a peu d'acteurs, donc au lieu d'être concurrents, donc on s'est dit, il vaut mieux qu'on unisse nos forces pour une offre de formation cohérente. Et donc, le secteur public, bon déjà, le financement public par le PIA, avec la Banque des territoires qui gère les fonds, mais aussi le Mans Métropole, donc la ville du Mans qui nous accompagne, la région Pays de la Loire, Paul Jantot vous dira peut-être un mot là-dessus, et donc tous ces efforts combinés, l'université, on y a mis quand même des moyens, nous aussi, en mise à disposition de personnel, mais également y compris des moyens financiers, et donc je pense que tous ces efforts convergents vers, j'allais dire, mettre en avant une formation de très haut niveau qui permet à des étudiants, à des salariés, à des personnes qui sont en retour d'emploi, y compris à des lycéens sur des filières très professionnelles, j'allais dire, d'enrichir, j'allais dire, leur spectre. Pour nous, franchement, c'est quelque chose d'inespéré que nous ne faisions pas avant. Et donc, c'est en plus une ouverture pour Je vous poserai une question juste après, mais je vais écouter Simon Richir sur comment vous faites. Je vous la pose là, et puis vous, Rachid, je vous poserai une question sur comment vous faites pour former des gens de profils aussi différents, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi, des salariés, des gens qui sont déjà en poste, des jeunes. Est-ce que vous avez une méthode magique pour que finalement vous n'ayez pas besoin d'adapter, d'avoir un... Je vous le dirai juste après si on a encore le temps, parce que ça fait partie des questions que je pense le public aimerait vous poser. Simon Richir, vous êtes professeur aux arts et métiers à Laval, directeur scientifique et cofondateur de Laval Virtual. On vous entend bien, oui. C'est curieux, hein, ce dispositif sonore. Avec le projet Laval Virtual Université, on est alors là dans l'innovation. Expliquez-nous la genèse du projet, en quoi ça consiste pour vous là également. Oui, alors une date importante, c'est le 6 juin 1999. 6 juin 44, dont on parle beaucoup. Mais il y a eu un débarquement à Laval le 6 juin 99, c'est le débarquement de la réalité virtuelle. Donc on a créé Laval Virtual il y a juste 20 ans aujourd'hui, donc c'est un anniversaire, c'est super. Bon anniversaire. Voilà, et puis donc c'était avec François Daubert, député maire de Laval, et puis aussi ministre de la Recherche, qui cherchait quelque chose pour un peu faire connaître la Mayenne, parce que je ne sais pas si beaucoup parmi vous connaissent la Mayenne, petit département, 300 000 habitants, 800 000 bovins. Voilà, c'est comme ça qu'on le présente. Et ça a été un succès assez énorme. On a monté comme ça les premières rencontres internationales de la réalité virtuelle. J'avais amené une quarantaine d'étudiants d'Angers pour monter tout ça, et c'était un super succès. On a toujours été soutenu politiquement, même quand ça a changé de bord politique, puisqu'on a eu les trois bords, on va dire. Et en 2000, tout de suite, on a concrétisé, on a créé une formation, un DESS, donc un Master 2. On a acheté des équipements, voilà, pour vraiment ancrer la réalité virtuelle durablement dans le paysage de Laval.
Aujourd'hui, on ne regrette pas. Ce matin, je prenais le train, il y a un grand panneau, Laval, cité de la réalité virtuelle, etc. Aujourd'hui, on est au Laval Virtual Center. Donc, avant ça, il y a quand même eu 2 projets. Il y a eu le parc de l'aventure virtuelle, qui a été, c'est les changements politiques qui, c'était appelé par le successeur de François Daubert, le Daubéroscope. Donc, ça a été abandonné. Ça aurait été difficile quand même. La cité de la réalité virtuelle, ça, c'était le projet de Guillaume Garot. Et là, maintenant, on a le Laval Virtual Center qui a abouti quand même. En particulier aussi grâce à la Banque des Territoires, ce qui est une sorte de Laval virtuel permanent. Merci. Je ne sais pas pourquoi ils m'applaudissent, c'est étonnant. Un Laval virtuel permanent, donc on a un showroom, on a une salle de... Ouais, c'est ça, c'est étonnant, quoi. Une salle de créativité, on a 50 étudiants de master. Voilà, c'est ça, j'allais y venir. Qui formez-vous et à quoi ? Voilà, et 50 professionnels de Laval Virtual, de Clarté, etc. Et en fait, grâce au PIA, donc Laval Virtual University, qui a cofinancé le Laval Virtual Center au niveau des équipements, on forme en fait des professionnels. L'idée, c'est de former à la transition numérique. Et comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée sont des outils de transition numérique très puissants, l'idée, quand on a déposé ce projet, c'était de dire on va accompagner les entreprises dans leur transition numérique. En fait, il vous fallait du monde pour former. Il fallait des spécialistes. On pensait que ça irait beaucoup plus vite. Finalement, pour l'instant, on n'a pas formé beaucoup de monde, 250 quand même partenaires, puisque en fait, ce projet, on l'a déposé avec Onyx, c'est une boîte qui fait des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la formation. Et puis Orange, surtout, qui est quand même un acteur majeur de la transition numérique. Et donc, on a déjà formé 250 formateurs de l'école des métiers techniques d'Orange. Et en fait, on forme les formateurs pendant une semaine à Laval, au sein du Laval Virtual Center. Et ensuite, eux-mêmes vont former 14 000 techniciens de Orange et des sous-traitants. Donc, c'est grâce au PIA, grâce à la Banque des Territoires, on a pu mettre en place ce système. Et là, donc, on est en train de développer une offre parce qu'on s'est aperçu que faire venir tout le monde à Laval une semaine, c'était pas assez simple. C'était pas si simple. Il n'y a pas assez de chambres d'hôtel. Là, on est en train de développer une offre mobile, on va dire. Pas assez de chambres d'hôtel. Je faisais un peu des blagues comme. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, pendant Laval Virtual, c'est un problème parce qu'on a 18 000 visiteurs chaque année depuis 20 ans pendant Laval Virtual, et il y a des gens qui vont se loger à Rennes, au Mans. Ah oui, donc c'était pas une blague. Ouais, non, ce serait bien qu'on ait le groupe Accor qui investisse massivement. Et s'il y a quelqu'un du groupe Accor, c'est pas grave. Voilà. Et donc l'idée là, c'est de faire une offre mobile pour pouvoir aller dans les entreprises, et on a des contacts qui commencent à s'établir avec la SNCF, Airbus, etc. Alors, à quoi donnez-nous 2-3 exemples. À quoi vous formez les publics qui viennent chez vous, les étudiants qui viennent chez vous. À quoi exactement? Alors, donnez-nous 2-3 exemples. Du côté étudiant, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est devenu mainstream, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que vous le voyez, les gros acteurs s'en sont emparés. Facebook, Google, Microsoft qui sort son HoloLens 2, qui est un produit incroyable. Donc tous les domaines, santé, industrie, formation, bien sûr, tourisme, culture. Là, nous, dans le domaine plutôt de la formation pour la transition numérique, ce qu'on arrive à faire avec les formateurs de chez Orange, c'est vraiment un changement de paradigme de formation, parce que par rapport à ça, il y a aussi nos étudiants, tous les étudiants qui ont assez d'être dans des amphis assis, ah oui, c'est la méthodologie, etc. Voilà. Et donc on change un peu d'approche. Et là, avec les formateurs d'Orange, quand ils arrivent le lundi à Laval et qu'ils repartent le vendredi, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que d'habitude, ils forment plutôt sur des équipements très chers dont ils ont un exemplaire. Et là, maintenant, on est en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on forme avec la réalité augmentée. Et puis, ce qui est super important, c'est que, bien sûr, c'est gain de temps, gain d'argent, etc. Et puis, ça valorise beaucoup les formateurs de chez Orange qui vont valoriser eux-mêmes les techniciens, puisque les techniciens, une fois formés, ils repartent avec l'application en réalité augmentée sur leur smartphone. C'est-à-dire que concrètement, ils ont par exemple une armoire fibre optique à dépanner, ils vont ressortir leur smartphone, l'application de réalité augmentée va reconnaître l'armoire, va dire tiens, ça c'est une Alcatel B12000, et puis il va pouvoir regarder ce qu'il ne faut pas faire surtout, parce que s'il débranche ce bouton-là, c'est tout l'Internet du village qui est coupé, donc catastrophe. Et en plus, quand il rentre chez lui, il y a son gamin qui lui dit « Ouais, pareil, j'ai Pokémon Go, moi. » Ouais, mais moi, j'ai mon application faite par Orange de réalité augmentée. Et voilà, donc ça valorise les gens. Simon, une petite question. Alors, vous avez donc, ce n'est pas une question, c'est un constat, vous avez permis à Laval
et ces 800 000 bovins de rayonner sur le plan international, Oui. quand même, grâce à tout ça. Alors, vous avez en fait une longueur d'avance avec tous les bovins, bien sûr, Bien sûr. et Oui. de nouveaux partenariats, des investissements. Oui, Oui, on continue. pour garder ce niveau. Oui, effectivement, parce que là, comme je le disais, il y a des gros qui sont sur le marché, des Google, des Facebook, des Microsoft, qui ont un peu plus de moyens qu'une ville comme Laval, par exemple. Et donc, en fait, l'idée, c'est comment cette marque Laval Virtual, qu'on a fait vivre pendant 20 ans et qui est maintenant reconnue, on l'a fait vivre. Et là, l'idée, c'est on développe à l'international. C'est-à-dire que, par exemple, on a créé il y a 2 ans, là, ça va être la 3e édition en juin, Laval Virtual Asia. Et c'est-à-dire que c'est des Chinois qui nous ont acheté la marque et donc on opère avec eux. Laval Virtual Asia, donc c'est à Qingdao, je sais plus, là où ils fabriquent la bière, la Tsingtao. Voilà, Ça, on sait. connaît mieux là, tout de suite, c'est là où ils fabriquent la bière. Et donc en fait, ils nous ont demandé d'utiliser le nom et puis qu'on leur amène des exposants européens, des spécialistes du domaine. Voilà, et donc c'est un succès qui monte. C'est une petite ville là-bas, c'est 8 millions d'habitants. Donc voilà. Une bourgade. Une petite bourgade chinoise, quoi, voilà. Et donc, voilà. Et on fait aussi des événements Laval Virtual, des Laval Virtual Corner dans des grands salons comme le Mondial de l'Automobile ou le Cial. Bravo. Et puis, on va aller à Dubaï, Amsterdam, etc. Donc, on fait vivre la marque Laval Virtual un peu partout. On peut imaginer des collaborations entre vous deux? On se connaît, on est tout le temps ensemble. Vous êtes tout le temps ensemble? Je vais rafraîchir la mémoire à mon collègue. Le Mans Université est sur les 2 territoires, la Sarthe et la Mayenne. On s'appelait Université du Maine avant, mais comme personne ne savait où ça se trouvait, on a quand même pris le Mans Université. Aux États-Unis peut-être. Voilà, oui, des fois des courriers se retrouvaient chez nos collègues de Farmington. C'était pas très pratique de les recevoir avec quelques semaines de retard. Et donc, effectivement, on est sur les deux départements. Et le Mans Université, on a développé des pics de visibilité. On s'est un peu spécialisé sur un certain nombre de domaines, l'acoustique par exemple, mais aussi en informatique dans un domaine qui s'appelle les EIAH. Voilà, ça veut dire quoi? C'est les environnements informatiques pour les apprentissages humains. Donc c'est l'interface avec l'ordinateur et comment on s'en sert pour apprendre tout un tas de choses. Et donc on a un labo qui est assez, visible au niveau national dans ce domaine. Et justement, Laval Virtual Academy, c'est la formation Onyx, Orange, etc. Donc les collègues travaillent avec ceux du Laval Virtual Center. Ils ne sont pas localisés au Laval Virtual Center, mais dans le labo d'informatique de l'Université du Mans sur lequel ils travaillent. On a tout un tas de connexions et je pense qu'on va ressortir d'ici avec 2 ou 3 projets en plus à développer. À chaque fois que vous voyez, vous en créez de nouveaux. On va écouter maintenant, Anada, tu veux peut-être présenter... La question Je vais vous la poser après. Sur la méthode, parce que je voudrais la réserver, me faire un peu l'écho du public. Peut-être que le public vous la posera, parce qu'on a déjà dépassé notre temps de parole. Nous allons être en retard. Il faut prendre le micro, Nada, sinon on ne t'entend pas. Pardonnez-moi. Donc, il est vice-président du conseil régional Pays de la Loire et il est également président de la commission entreprise développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche. Et il est également chef d'entreprise, je crois, Chantal. Il a des activités également en tant que chef d'entreprise. Donc, on peut lancer la vidéo. Alors, on appuie là, hop, et normalement, elle va se lancer. Donc, il nous dit-elle de façon très optimiste. J'espère que ça va marcher. Ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas un salon derrière, parce qu'on n'entend plus trop. La région des Pays de la Loire est une région très dynamique. Est-ce que vous l'entendez? C'est la 2e région industrielle de France. Montez peut-être. Industriel rapporté au nombre d'employés. Économique repose sur 2 grands groupes, Naval, Airbus, aussi de ETI, mais aussi en montant le volume, ça marche bien. De TPE très dense, et notamment de PME à capitaux faibles. Mais ce dynamisme économique repose également sur des pôles d'excellence, des pôles de savoir-faire qui sont présents dans les 5 départements qui constituent la région des Pays de la Loire. En Loire-Atlantique, à Nantes, nous avons un pôle d'excellence autour de l'industrie 4.0, des procédés avancés de fabrication, avec notamment l'IRT Jules Verne, le pôle de compétitivité EMC2 autour des matériaux composites. À Angers, nous sommes en train de faire émerger un pôle autour de l'électronique professionnelle, avec un technocampus qui sera dédié à cette compétence. Nous avons à Laval la réalité virtuelle et la réalité augmentée avec le Laval Virtual Center depuis 20 ans. Cette région de France et ce département des Pays de la Loire
développent des savoir-faire tout à fait extraordinaires sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Au Mans, nous avons des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des industriels qui travaillent autour de l'acoustique et nous sommes en train de créer un technocampus acoustique. Et puis enfin, à La Roche-sur-Yon, en Vendée, il y a un pôle d'excellence et de compétences sur la robotique et la cobotique. Donc ce maillage du territoire, puisque les 5 départements sont concernés sur des compétences tout à fait différentes les unes des autres, ce maillage du territoire permet un développement harmonieux, équilibré de l'ensemble des départements de la région des Pays de la Loire. Et nous souhaitons que ces compétences puissent faire résonance entre elles pour que les industriels puissent s'approprier différentes technologies très innovantes qui leur permettent d'être toujours plus compétitifs et d'avoir toujours un coup d'avance par rapport à d'autres territoires et par rapport à des entreprises qui sont leurs concurrentes au niveau international. Mais évidemment, pour avoir ces compétences, il faut aussi des hommes et des femmes. Il n'y a pas d'entreprise sans collaborateurs, il n'y a pas d'entreprise performante sans collaborateurs bien formés. Et donc la région des Pays de la Loire accompagne les chefs d'entreprise dans leur demande et dans leur recrutement de compétences depuis le lycée, en sensibilisant d'ailleurs les jeunes à l'entrepreneuriat, mais aussi évidemment dans l'apprentissage, puisque la compétence apprentissage qu'on exerce encore pour quelques mois est une compétence importante de la région des Pays de la Loire. Et depuis 2016, depuis que nous sommes en fonction, nous avons créé 4000 postes d'apprentis dans 66 formations dédiées aux métiers de l'industrie. Et puis bien sûr, c'est l'enseignement supérieur et la recherche qui sont une des composantes aussi majeures de la région. Et nous faisons tout pour rapprocher le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche du monde de l'entreprise. Nous essayons de créer le maximum de ponts. Pour cela, nous soutenons une action qui s'appelle Pépite Créée, qui est soutenue par l'Université Bretagne-Loire, qui permet aux jeunes étudiants de bénéficier d'un accompagnement à l'entrepreneuriat, de séances de networking, de coworking, de sensibilisation à l'entrepreneuriat, pour qu'ils aient envie plus tard de créer leur entreprise. Nous accompagnons aussi d'autres démarches, comme les entrepreneuriales, qui sont portées par le réseau Entreprendre des Pays de la Loire. Et nous accompagnons aussi une nouvelle action mise en place par la région qui s'appelle Expert, EXP grand R, comme expérience recherche, qui permet à des jeunes en fin d'études supérieures, de faire un début de thèse dans une entreprise. C'est quelque chose qui permet de rapprocher le monde de l'enseignement supérieur du monde de l'entreprise, des entrepreneurs, des chercheurs, et on sait que c'est cette action commune, enseignement, chercheurs et entreprise, qui permettra de développer des sujets d'innovation et de l'innovation au sein de l'entreprise pour qu'elle soit toujours plus compétitive. Donc nous intervenons sur un certain nombre de sujets, nous intervenons aussi évidemment auprès des demandeurs d'emploi, mais lorsque nous mettons des formations en place, nous apercevons aussi, au bout du compte, même si ces formations correspondent évidemment aux besoins des différentes filières, que dans les Pays de la Loire notamment, les entreprises ont parfois du mal à recruter parce qu'un certain nombre de territoires de notre région connaissent le plein emploi. Et donc, nous avons mis aussi en place ce qu'on a appelé un plan de bataille pour l'emploi, pour permettre aux entreprises de recruter plus facilement les compétences et les talents dont elles ont besoin. Nous mettons en place un certain nombre de dispositifs qui sont complémentaires de ceux existants. C'est ce qu'on pourrait appeler le pas de côté, la petite chose qui va permettre de faciliter, de lever un certain nombre de freins à l'emploi sur les problèmes de mobilité, de garde d'enfants, d'attractivité d'un territoire. Et c'est ainsi que nous comptons répondre avec le plus d'efficacité possible aux besoins des entreprises en matière de compétences et de recrutement. Alors évidemment, quand on parle de pôle de compétences, de technocampus, quand on parle d'excellence sur l'industrie 4.0, quand on parle de formation des demandeurs d'emploi, quand on parle de formation au sens très large du terme, évidemment, tout ça se fait en relation avec un certain nombre de partenaires, notamment la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, qui est un partenaire majeur de la région des Pays de la Loire. On a X conventions ensemble pour faire en sorte que nous répondions toujours plus efficacement aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent se développer sur notre territoire
qu'elle puisse recruter les compétences dont elles ont besoin et au final qu'elle puisse se développer et créer de l'emploi au service de tous les Nigériens. Merci beaucoup au monsieur qui n'est pas là. Mais merci quand même. Alors, je vais poser la première question, et peut-être la seule, car nous sommes à plus de 45 minutes, mais on va essayer d'en prendre une quand même dans le public. Moi, je vous pose cette question, je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je vous ai laissé du temps pour la préparer. Vous avez une méthode innovante pour former des étudiants, des chercheurs d'emploi, des salariés confirmés? Alors justement, cette diversité de public nous a poussé effectivement à trouver des moyens adaptés à chaque public. Et donc on a mis en avant effectivement, y compris au niveau pédagogique, des méthodes adaptées qui consistent à hybrider justement l'offre de formation. Alors l'hybridation de l'offre de formation, c'est quoi? C'est permettre à ceux qui peuvent suivre la formation en présentiel de la faire, permettre à ceux qui ne peuvent pas être présents de la suivre à distance et organiser des moments mixtes où effectivement ceux qui sont à distance sont en présentiel pour j'allais dire, situations pédagogiques où la confrontation nécessite vraiment, avec le travail pratique par exemple est nécessaire. Et donc cette flexibilisation de l'offre de formation sur cette discipline-là nous a aussi encouragé à le faire pour d'autres formations. Alors, il se trouve qu'on a de la chance parce qu'au Mans, l'enseignement à distance, nous le pratiquons depuis une trentaine d'années. On a quasiment 10% de nos étudiants qui sont à distance. Et d'ailleurs, ils payent plus cher que les autres parce que ce n'est pas des MOOC, les Massive Online Courses, où on s'inscrit quand on veut, comme on veut. Non, c'est vraiment des enseignements à distance avec de la diplomation, des examens, etc., etc. Et donc, fort de cette expérience à distance, et d'ailleurs de nos amis des environnements informatiques pour les apprentissages humains, il y a tout un groupe qui travaille là-dessus, nous avons effectivement pu avoir ce type de formation avec la modularisation des offres qui maintenant sont disponibles en formation initiale, en formation continue et pour des publics variés assez, j'allais dire, spécifiques que sont ceux qui sont en retour à l'emploi, par exemple. Et juste une petite incise, parce que mon collègue Simon parlait du développement à l'international, il se trouve qu'on a eu un contact avec des collègues indiens via l'ambassade de France en Inde qui sont intéressés par effectivement le CND Academy, des Marocains également. Et donc on est en train de travailler au rayonnement international. Là où les entreprises françaises sont présentes et ont besoin effectivement de former localement des cadres sur notamment l'aéronautique qui se trouve beaucoup au Maroc et en Inde avec Airbus, etc., qui sont présents là-bas. Merci beaucoup à vous trois. Est-ce qu'il y a une question? Je ne peux en prendre qu'une. Je ne prendrai pas de pause entre les deux masterclass. On enchaînera directement avec la prochaine. Allez, une question. Merci. Jean-Marie Périnel, animateur formateur dans un réseau national d'associations d'éducation populaire. J'avais une petite question à poser à madame sur l'action qui s'intitule Territoire d'innovation pédagogique. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur le contenu de cette action ? Oui, donc c'est une action en fait qui sert à orienter. Il y a beaucoup de modules d'orientation des jeunes. C'est une action en cours et si vous voulez, on pourrait échanger là-dessus après la conférence pour que je vous explique un petit peu convenablement ce que c'est. Merci. Donc vous avez rendez-vous avec Nada Villermain-Lécollier tout de suite après. Donc vous ne la ratez pas à la sortie. Mesdames et messieurs, ça a été passionnant. Donc du coup, on a parlé plus longtemps. Et alors rendez-vous juste là pour pouvoir poser les questions que vous souhaitez à nos invités et à Nada qui elle aussi répondra bien volontiers. Merci beaucoup.